60 mètres de profondeur, l'eau prend une couleur qui n'existe dans aucun nuancier humain, un bleu presque noir aux limites du champ de vision. Un turquoise électrique au centre, là où la lumière de l'été austral parvient à se glisser à travers la glace de surface et arrive encore ici avec assez de force pour illuminer toute la colonne d'eau. Vue d'en dessous, la glace n'est pas blanche. Elle est verte, bleue et translucide, comme si quelqu'un avait vidé le contenu d'un glacier entier pour en faire le plafond de ce monde sous-marin. Chaque fissure dans la glace forme une ligne de lumière qui descend en diagonale. Chaque bulle d'air prisonnière de la masse gelée est une sphère d'argent qui reste immobile pendant des heures, jusqu'à ce que les mouvements de l'eau la déplacent de quelques centimètres. À 60 mètres de profondeur dans l'océan austral, en plein été antarctique, l'eau est à moins 2 degrés. Elle ne gèle pas grâce à la salinité. Mais un être humain sans protection perdrait connaissance en moins de 4 minutes et mourrait en moins de 10. Ici, en bas, quelque chose se déplace depuis des heures. L'océan austral encercle le continent antarctique dans un cercle parfait et ininterrompu. 20 millions de kilomètres carrés d'eau qui, en hiver, se transforment en glace et doublent presque la surface effective de l'Antarctique, puis recule en été pour révéler l'un des écosystèmes les plus productifs de la planète. Le courant circumpolaire antarctique, qui parcourt ses 21 000 kilomètres, sans qu'aucun continent ne l'interrompe, fait remonter l'eau profonde vers la surface, chargée de nutriments accumulés au fond pendant des années. Quand cette eau froide et riche atteint la zone euphotique, là où la lumière du soleil est encore assez intense pour permettre la photosynthèse, une explosion de vie végétale microscopique colore la mer en vert pendant les mois d'été. Dès ce vert naît tout le reste. Le phytoplancton antarctique constitue la base d'une chaîne alimentaire qui, comparée à celle des autres océans, présente une efficacité sans équivalent. Dans la plupart des mers du monde, l'énergie du soleil captée par le phytoplancton met entre 6 et 8 transferts pour atteindre le prédateur au sommet. Chaque transfert perd entre 80 et 90% de l'énergie précédente. En Antarctique, cette chaîne ne compte que 4 maillons. Phytoplancton, krill, pinnipèdes, orques. La brièveté de ce parcours explique pourquoi, dans des eaux qui semblent vides en surface, une telle concentration de vie existe sur un espace aussi restreint. Le maillon qui rend cette brièveté possible est un crustacé de 6 cm. Le krill antarctique est bioluminescent, transparent à l'état juvénile et capable de survivre des mois, sans se nourrir en réduisant activement sa propre taille. Quand l'hiver polaire fige l'océan et que la lumière disparaît pendant des semaines ou des mois, le krill ne migre pas vers des eaux plus chaudes. Il survit sous la glace en raclant les microalgues qui poussent sous la couche gelée et en ralentissant son métabolisme à des niveaux qu'aucun vertébré de sa taille ne pourrait égaler. Il peut même rétrécir physiquement. Dans des conditions suffisamment hostiles, il réabsorbe une partie de son propre tissu musculaire pour réduire ses besoins énergétiques, puis reprend sa croissance quand les conditions s'améliorent. Cette plasticité métabolique permet l'existence de 500 billions d'individus dans l'océan austral, avec une biomasse totale estimée par les océanographes entre 300 et 400 millions de tonnes. Au printemps, quand la glace recule et que la lumière revient, le krill remonte en immenses bancs qui peuvent mesurer 30 km de long et plusieurs mètres d'épaisseur. Une concentration dense de krill peut dépasser les 30 000 tonnes par kilomètre cube. Cette densité rend rentable le voyage de milliers de kilomètres que font les baleines à bosse depuis leur zone de reproduction tropicale jusqu'à ces eaux. Une baleine adulte de 30 tonnes a besoin d'1 à 1,5 tonnes de krill par jour pour maintenir sa masse corporelle.
Ici, au pic de la concentration estivale, elle y parvient en quelques heures d'alimentation active. Les phoques crabiers, entre 15 et 40 millions d'individus, le pinnipède le plus abondant de la planète, doivent ce nombre à la même raison. La disponibilité du krill est si élevée et si prévisible en été que la concurrence au sein de l'espèce est minime. Leur dentition spécialisée, avec des cuspides qui s'emboîtent pour former un filtre, leur permet de traiter d'énormes volumes d'eau contenant du krill à chaque bouchée, avec une efficacité comparable à celle des fanons des baleines. La ressource qui nourrit la plus grande baleine du monde nourrit aussi, avec une efficacité relative similaire, le pinnipède le plus nombreux. Le krill ne fait pas de différence. Il se laisse consommer avec la même indifférence par les deux. Et ceux qui consomment le krill, ce sont les orques. Les orques qui vivent dans l'océan austral ne sont, dans aucun sens biologiquement pertinent, les mêmes orques. Les chercheurs ont identifié au moins 4 types dans ces eaux, avec des différences morphologiques, alimentaires, acoustiques et comportementales si marquées que le débat sur leur statut de sous-espèces distinctes, voire d'espèces différentes, reste ouvert dans la littérature scientifique. Le type A, le plus grand, avec des mâles pouvant dépasser 7 mètres et 6 tonnes, chasse principalement les baleines de mink dans les eaux ouvertes entourant le continent. Le grand type B se spécialise dans les pinnipèdes sur la glace marine grâce à une technique de chasse sans équivalent documenté chez aucune autre espèce de la planète. Le petit type B chasse surtout les pingouins. Et le type C, le plus petit des 4 et celui qui vit le plus au sud, se nourrit principalement de poissons dans les eaux de la mer de Ross 4 populations qui partagent le même océan sans se concurrencer directement, car chacune a développé une spécialisation exploitant une ressource différente. C'est le principe d'exclusion compétitive inversée. 4 solutions distinctes au même problème. Obtenir de l'énergie dans l'écosystème le plus froid de la planète, avec une séparation suffisante des niches pour une coexistence stable. Chacun de ces types possède également sa propre culture. Pas au sens métaphorique, mais au sens technique que les éthologues donnent au terme pour les animaux non humains. Un ensemble de comportements appris socialement, transmis de génération en génération au sein du groupe, qui varient entre groupes de la même espèce d'une manière qui ne s'explique pas par des différences génétiques ou environnementales. Les orques, du grand type B, qui chassent les phoques avec la technique du lavage par vagues dans les eaux de la mer de Weddell, ne le font pas parce que c'est inscrit dans leur gène. Elles le font parce qu'elles l'ont appris de leur mère, qui l'avait appris de la sienne, dans une chaîne de transmission culturelle que les chercheurs ont pu retracer sur plusieurs générations dans les populations les plus étudiées. Et au centre de cette transmission se trouve toujours la femelle la plus âgée du groupe. Les données de mortalité des populations d'orques du Pacifique Nord, les mieux étudiées au monde grâce à des décennies de suivi individuel, montrent que les mâles adultes qui perdent leur mère ont une probabilité de mourir l'année suivante 2 à 3 fois plus élevée que les mâles du même âge dont la mère est encore vivante. La femelle âgée ne transmet pas seulement des techniques de chasse, elle transmet des connaissances sur la localisation des ressources en années de pénurie, sur les routes qui ont fonctionné dans les décennies précédentes, sur les points du territoire offrant un avantage selon les conditions climatiques. Ce savoir accumulé pendant 4 ou 5 décennies de vie active dans l'océan est littéralement irremplaçable pour tout autre individu du groupe. Quand une femelle âgée meurt, le groupe perd quelque chose qu'il ne peut pas récupérer. La structure des groupes antarctiques suit le même principe. Les femelles dominantes et les plus âgées dirigent les déplacements du groupe. Les mâles adultes, plus grands et physiquement plus puissants, participent aux chasses avec une intensité d'effort que leur mère coordonne.
C'est une hiérarchie qui ne repose pas sur l'intimidation physique directe, comme chez de nombreux mammifères terrestres, mais sur le poids de l'expérience accumulée. Le plus grand mâle du groupe ne décide pas quand et où chasser. Il suit celle qui sait. Il existe un son que les orques du type B n'émettent pas pendant la chasse. Le silence pendant la phase d'approche des plaques de glace où reposent les phoques n'est pas accidentel. Il est volontaire. Les orques du grand type B sont vocalement complexes dans d'autres contextes. Elles communiquent avec une richesse acoustique que les hydrophones classent en dizaines de types d'appels différents. Mais pendant l'approche de la proie, elles se taisent. Les chercheurs qui ont comparé les enregistrements hydroacoustiques de groupes de type B à différentes phases de leur activité quotidienne confirment que la réduction de vocalisation lors de l'approche d'une plaque avec des phoques est statistiquement significative. Les phoques, comme tous les pinnipèdes, ont une bonne ouïe aussi bien dans l'air que sous l'eau. Le silence des orques à cette phase n'est pas un hasard. Ce qu'elles font pendant l'approche, c'est de l'écolocalisation, mais à des fréquences et intensités réduites par rapport à leurs habitudes. Les clics d'écolocalisation des orques peuvent se propager sur des kilomètres dans l'eau. En phase de chasse, les chercheurs détectent des impulsions plus courtes, plus espacées et plus silencieuses, juste assez pour obtenir des informations sur la position et la taille de la plaque et des phoques dessus, mais pas assez pour que leur réflexion soit détectable à la distance où se trouve la proie. La plaque de glace où repose le groupe de phoques crabiers mesure entre 20 et 30 mètres de long et environ 50 cm d'épaisseur. Les phoques dorment dessus car la glace les protège du seul prédateur qui les inquiète dans ces eaux. Dans l'eau, ils sont vulnérables. Sur une plateforme de glace solide, ils se sentent en sécurité. Du moins, c'est ce que des millions d'années d'évolution leur ont fait croire. Le groupe d'orques s'approche depuis le côté sous le vent, dans la direction opposée à celle où le vent porte leur son et leur odeur. Elles se mettent en formation de front, entre 4 et 7 individus, nageant en parallèle à la même vitesse et à la même profondeur, avec une synchronisation que les chercheurs ayant filmée depuis les airs décrivent avec des adjectifs rarement utilisés pour des comportements animaux, précises, géométriques, délibérées. Quand elles sont à une trentaine de mètres de la plaque, le groupe tourne simultanément et nage dans la direction opposée en accélérant. La perturbation générée par plusieurs corps de 5 à 6 tonnes accélérant en synchronie crée une vague qui remonte du fond vers la surface, puis vers le bord de la plaque. La première vague frappe la glace et la fait pencher de plusieurs degrés. Les phoques se réveillent. Ils lèvent la tête. Ils regardent l'eau autour d'eux sans rien voir, qui explique ce qui se passe. Le groupe retourne à sa position initiale et répète la manœuvre. Deuxième vague. La plaque penche plus que la première fois car les orques ont ajusté leur position pour maximiser l'effet. Les phoques se déplacent vers le centre de la plaque, s'éloignant du bord qui commence à se mouiller. C'est exactement ce que le groupe veut, que la plaque, avec le poids des phoques concentré au centre, devienne plus instable. Troisième vague. Quatrième. À chaque passage, la glace absorbe plus d'eau sur les bords et perd de la flottabilité dans cette zone. Les phoques, qui sur la plaque sèche avaient un centre de gravité bas et une large base d'appui, se retrouvent maintenant avec les nageoires sur une surface glissante. À un moment de cette séquence, un phoque tombe, soit la dernière vague le projette directement dans l'eau avec la force de l'inclinaison, soit le bord mouillé n'offre plus assez de traction quand la plaque revient en position. Le résultat est le même. L'animal passe de la glace à l'eau en une fraction de seconde. Et dans l'eau, à moins 2 degrés, entre 4 et 7 orques attendent précisément à cet endroit. Ce qui se passe ensuite dure de quelques secondes à quelques minutes, selon la taille du phoque
et s'il parvient à s'orienter rapidement vers la surface. Les orques n'attaquent pas immédiatement avec les dents. Elles contrôlent la proie avec leur corps, avec des coups de queue qui la désorientent, la maintenant sous l'eau assez longtemps pour que le froid et le manque d'oxygène fassent leur part du travail. Pour un phoque qui peut plonger 40 minutes en conditions normales de chasse, rester sous l'eau sans pouvoir remonter est une forme d'épuisement différente. Il ne se noie pas. Il capitule. Les chercheurs qui ont suivi ces séquences dans leur intégralité soulignent quelque chose de difficile à intégrer dans une description purement mécanique du comportement. Les orques ne consomment souvent pas la proie immédiatement après l'avoir capturée. Le groupe peut passer 20 ou 30 minutes à manipuler le corps, à le passer d'un individu à l'autre, en laissant les jeunes interagir avec lui. Ce comportement a une interprétation fonctionnelle en termes d'apprentissage. Les jeunes qui pratiquent la manipulation d'une proie qui ne peut plus s'échapper développent les compétences dont ils auront besoin plus tard. Mais la durée et la constance du comportement suggèrent qu'il y a peut-être quelque chose de plus que les éthologues n'ont pas encore les outils pour mesurer. Les chasses qui échouent font partie intégrante de l'histoire. Toutes les vagues de lavage ne se terminent pas par un phoque dans l'eau. Certains phoques résistent à tous les passages sans tomber ou parviennent à rejoindre une autre plaque avant d'être capturés. Les jours de faible densité de phoques sur la glace, le groupe peut tenter entre 10 et 15 attaques avant d'en réussir une. Le temps et l'énergie investis dans ces tentatives ratées font partie du coût de cette technique qui nécessite la coordination de plusieurs grands individus pendant plusieurs minutes à chaque essai. Un groupe qui a passé plusieurs heures sans succès est observé dans les enregistrements en train de faire quelque chose que les chercheurs interprètent avec prudence. Un bref repos en formation compacte avant de reprendre la recherche. On ne peut pas savoir quel processus interne précède ce repos. Seul le comportement extérieur est visible. Dans les mêmes eaux où les orques du type B attendent que la glace libère leur proie, le phoque léopard met en œuvre sa propre stratégie d'embuscade avec une anatomie faite pour inspirer un certain malaise. La tête d'un phoque léopard adulte est de forme reptilienne, plate, allongée, avec une gueule qui peut s'ouvrir jusqu'à 160 degrés. Les dents antérieures sont de longs crocs conçus pour saisir des vertébrés en mouvement, tandis que les postérieures forment un système de cuspides entrelacés qui fonctionne comme un filtre à krill quand les proies plus grosses ne sont pas disponibles. Un animal de 3 mètres et 400 kilos qui peut être à la fois le prédateur de pingouins le plus efficace de l'Antarctique et un filtreur de plancton, selon ce que l'océan offre cette semaine. Contrairement aux orques, qui construisent leur efficacité sur la coordination du groupe, il porte son avantage dans son corps individuel. La vitesse dans l'eau, qui peut atteindre 40 km/h en courte rafale, l'agilité en 3 dimensions qui lui permet de suivre les esquives des pingouins en plongée, et une capacité à maintenir la poursuite que la plupart des pingouins adultes expérimentés peuvent encore surpasser, mais que les jeunes inexpérimentés réussissent rarement. La position qu'il adopte pour chasser les pingouins est celle de l'embuscade statique. Immobile sous le bord de la glace où les pingouins plongent dans l'eau, dans la pénombre, sans émettre aucun son détectable par les capteurs auditifs de l'oiseau en surface. Un pingouin qui entre dans l'eau juste au-dessus d'un phoque léopard en attente dispose d'1 à 2 secondes entre le moment où il détecte la menace et celui où il n'a plus d'option. Le phoque comble cette distance en moins d'1 seconde. La mort n'est pas toujours immédiate. Le phoque saisit le pingouin par la poitrine ou une nageoire et l'emmène dans des eaux plus ouvertes pour le manipuler.
La technique de secouage agitait violemment le corps du pingouin contre la surface de l'eau jusqu'à ce que la peau et les plumes se séparent du corps peut durer de 5 à 15 minutes. Depuis un bateau proche, le processus est visible avec suffisamment de détails pour que les chercheurs qui l'enregistrent le décrivent avec un vocabulaire qui dépasse largement l'observation aseptisée. Le phoque léopard montre aussi une curiosité envers les humains qui est difficile à classer dans un comportement prédateur conventionnel. Les photographes sous-marins qui ont travaillé à quelques mètres de ces phoques décrivent des rencontres où l'animal passe d'une inspection rapprochée à un retraite brusque, sans signe préalable détectable, et où la proximité que le phoque tolère ou recherche dépasse souvent ce que toute évaluation rationnelle de la différence de taille entre les deux animaux laisserait supposer. Dans les eaux ouvertes au nord de la banquise, les orques du type A réalisent un type de chasse que les données de télémétrie et les enregistrements hydroacoustiques des 2 dernières décennies ont permis de documenter avec un niveau de détail impossible avec les techniques d'observation directe depuis un bateau qui dominait les études de terrain antérieures. La baleine de Minke antarctique est le cétacé le plus abondant de l'océan austral, avec une population estimée entre 100 000 et 500 000 individus selon la méthode utilisée. Avec 8 à 10 mètres de long et 6 à 10 tonnes, elle est nettement plus petite que les baleines à bosse ou les rorquals communs qui fréquentent également ces eaux. Son comportement face au groupe d'orques qui la chassent est actif et complexe. Changement de direction brusque, plongée à des profondeurs que les orques peuvent suivre, mais qui représentent un coût énergétique élevé pour la poursuite. Et vocalisation dans la gamme de 20 à 200 Hz pendant les épisodes de chasse, classées par les chercheurs comme différentes de celles émises en contexte normal. Une chasse réussie d'une baleine de mink par un groupe d'orques de type A peut durer d'1 à 4 heures. Le groupe maintient la baleine en mouvement continu, bloque toute tentative de descente prolongée qui lui permettrait de se reposer en profondeur et attaque les nageoires et le pédoncule caudal pour réduire progressivement sa capacité de propulsion. Les enregistrements de télémétrie montrent une diminution graduelle de la vitesse moyenne de nage tout au long de la poursuite, avec des changements de direction de moins en moins brusques à mesure que l'épuisement s'accumule. La baleine ne perd pas sa vitesse maximale d'un coup. Elle la perd progressivement pendant des heures, tandis que les orques maintiennent la pression en relais, réduisant leurs propres dépenses énergétiques individuelles. La communication acoustique au sein du groupe pendant ces chasses est plus intense et plus variée que pendant les périodes de repos ou de déplacement. Les analyses identifient des séquences d'appels haute fréquence qui n'ont pas d'équivalent dans le répertoire de socialisation du groupe et qui apparaissent de manière consistante à des moments spécifiques de la séquence de chasse. L'hypothèse selon laquelle ces séquences codent des informations tactiques sur la position et le mouvement de la proie est plausible, mais pas encore vérifiée au niveau de preuves nécessaires pour être considérée comme établie. Ce qui est établi, en revanche, c'est que les groupes incluant des femelles adultes de plus de 20 ans ont des taux de succès significativement plus élevés dans la chasse au minke que les groupes plus jeunes. Le partage de la prise après une chasse réussie suit le schéma documenté dans d'autres populations. Les femelles dominantes et leurs petits accèdent en premier aux parties les plus caloriques de la carcasse, la langue et la graisse sous-cutanée, tandis que les mâles adultes attendent. Cet ordre n'est pas maintenu par coercition physique active dans la plupart des cas observés. Il se produit simplement comme si chaque individu du groupe connaissait sa place dans la séquence et l'acceptait sans qu'on le lui rappelle. Le plus grand pingouin existant
possède le cycle reproducteur le plus incongru avec son environnement parmi tous les vertébrés antarctiques. Il se reproduit en hiver. Sur le continent le plus froid de la planète, où les températures dans les colonies côtières peuvent chuter à -40 degrés avec des vents dépassant les 100 km/h, les mâles de pingouins empereurs se regroupent en colonies pouvant rassembler plusieurs dizaines de milliers d'individus pour incuber un unique œuf sur leurs pattes, sous le pli de peau abdominale, pendant environ 65 jours. Les femelles, qui ont pondu cet œuf en automne, passent 4 mois dans l'océan à se nourrir. Elles reviendront quand l'œuf éclosera. La raison de ce calendrier est l'arithmétique de la survie du poussin. Un poussin d'empereur a besoin de 5 à 6 mois pour développer les plumes imperméables qui lui permettront d'entrer en mer. Si le cycle commençait au printemps, les poussins n'auraient pas encore ces plumes quand arriverait l'hiver suivant. En se reproduisant en hiver, les poussins sont prêts pour l'océan quand arrive leur premier été. Le prix de cette décision temporelle est payé par les mâles, jusqu'à 40% de leur masse corporelle. Pendant les 4 mois d'incubation, ils ne mangent rien. Ils vivent des réserves de graisse accumulées les mois précédents. Leur seule source de chaleur est le groupe. La formation compacte de milliers de mâles, connue dans la littérature scientifique sous le nom de huddle, génère suffisamment de chaleur collective pour que la température à l'intérieur du groupe dépasse de 40 degrés celle de l'extérieur même pendant les pires tempêtes. Le groupe tourne en continu, les individus de la périphérie se déplaçant progressivement vers l'intérieur et ceux de l'intérieur vers la périphérie. Aucun individu ne coordonne cette rotation. Elle émerge des réponses individuelles de chaque animal à la température ressentie. Quand le froid à la périphérie devient insupportable, l'individu se pousse vers l'intérieur. Quand la température intérieure devient confortable, la pression de ceux qui arrivent de l'extérieur le déplace vers des positions plus périphériques. Un thermostat collectif sans contrôle centralisé, fonctionnant avec la même efficacité pendant 4 mois de nuit polaire. Quand les femelles reviennent de l'océan avec le jabot plein de poissons et de krill à moitié digérés pour le poussin nouvellement éclos, la rencontre entre la mère qui arrive et le père qui attend se fait par reconnaissance vocale. Chaque adulte de cette espèce a un cri individuel unique, reconnaissable à distance même dans le bruit d'une colonie de dizaines de milliers d'animaux criant simultanément. Les poussins développent leur propre cri unique dès les premières semaines de vie et les parents les reconnaissent avec précision dans le chaos acoustique de la colonie. Sous l'eau, le pingouin empereur est un animal complètement différent de celui qui se traîne sur la glace. Ses nageoires génèrent une propulsion selon le même principe aérodynamique que les ailes d'un oiseau en vol, mais dans un fluide 800 fois plus dense que l'air, ce qui transforme chaque mouvement en un exercice de puissance pure. Il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 15 km/h. Il plonge jusqu'à 550 mètres de profondeur. Il retient sa respiration pendant plus de 20 minutes. Dans l'eau, il est l'un des prédateurs de poissons et de calmars les plus efficaces de l'océan austral. Les poussins qui, lors de leur premier été, s'approchent du bord de la glace pour plonger pour la première fois dans la mer ne possèdent encore aucune de ces capacités. Leur apnée maximale est de 4 ou 5 minutes. Leur vitesse est une fraction de celle d'un adulte. Et sur les bords de la glace, pendant les mois de plus forte concentration de pingouins, les phoques léopards sont positionnés exactement à cet endroit depuis des semaines. La mortalité des jeunes poussins pendant les 2 premières semaines de vie marine est la plus élevée de toute leur existence ultérieure. Ceux qui survivent à cette période sont ceux qui ont un système immunitaire suffisamment développé, des muscles suffisamment forts et assez de chance géographique pour plonger dans l'eau
à un endroit où le phoque léopard n'était pas positionné ce matin-là. Les autres nourrissent le prédateur qui attendait depuis des semaines la fin de l'hiver. Le système qui relie le phytoplancton aux orques, aux phoques, aux pingouins et aux cétacés migrateurs fonctionne sans interruption depuis bien avant que des yeux humains ne l'observent. C'est un système construit sur la stabilité des conditions physiques de l'océan austral. Température de l'eau, extension saisonnière de la glace, schéma de remontée des eaux profondes qui fertilisent la zone euphotique. Pendant des millions d'années, ces conditions ont varié dans des plages que l'écosystème pouvait absorber et compenser. Les glaciations successives du Quaternaire ont modifié l'étendue de la glace et la température de l'eau de manière qui ont réorganisé la distribution des espèces. Mais les changements se sont produits sur des échelles de milliers d'années, permettant des ajustements graduels dans la biologie des populations. Ce qui se passe maintenant se produit en décennies. Et l'écosystème antarctique n'a pas de mécanisme de réponse calibré pour cette vitesse. L'océan austral a absorbé entre 70 et 90% de la chaleur supplémentaire que les gaz à effet de serre ont piégé dans l'atmosphère depuis le début de l'industrialisation. Ce chiffre n'est pas abstrait. Il se traduit en quelque chose de concret. Le minimum d'extension de la glace de mer antarctique pendant l'été 2023 a été le plus bas depuis l'existence des relevés satellitaires, avec une différence de plusieurs millions de kilomètres carrés par rapport aux valeurs historiques de la période précédente. La face inférieure de la glace, dont le jeune krill a besoin pour survivre à l'hiver, s'est réduite proportionnellement. Moins de surface de glace en hiver signifie moins de refuges pour le jeune krill, moins d'individus atteignant la taille adulte l'été suivant, moins de ressources disponibles pour les baleines, les phoques et les pingouins. La chaîne est directe, et les données de suivi des populations qui en dépendent le confirment avec une cohérence que les chercheurs qui les analysent qualifient d'inquiétante. Les pingouins empereurs sont l'indicateur le plus visible. Leurs colonies ont besoin d'une glace de mer fixe qui reste stable depuis l'arrivée des adultes pour la reproduction en automne jusqu'à ce que les poussins terminent leur mue au printemps. Une période de 6 à 7 mois. Si la glace se brise prématurément, avant que les poussins n'aient leurs plumes imperméables, la conséquence n'est pas une réduction partielle du succès reproductif. C'est la perte totale. Tous les poussins de cette colonie cette année-là. Au cours de plusieurs années récentes de fonte prématurée, des colonies qui avaient réussi à se reproduire pendant des décennies ont enregistré une mortalité de poussins de 100%. Le suivi satellitaire des colonies a documenté l'abandon de sites historiques de reproduction et les tentatives de relocalisation vers des zones à glace plus stables, sur des distances de dizaines ou de centaines de kilomètres. Ce processus de relocalisation a une limite imposée par la géographie du continent. Il n'y a pas un nombre illimité d'endroits répondant aux conditions nécessaires et les colonies qui se déplacent entrent en concurrence avec celles déjà installées dans les meilleurs emplacements disponibles. Les orques ne perçoivent pas ce processus à l'échelle des satellites. Ce qu'elles ressentent, saison après saison, c'est la variation dans la disponibilité de leurs proies habituelles. Moins de phoques sur les plaques là où il y en avait beaucoup auparavant. Plus de temps de déplacement pour localiser les concentrations de pingouins. Des colonies plus petites au point qui offraient autrefois des captures prévisibles. La réponse comportementale des groupes d'orques à ces variations est celle que leur biologie leur permet. Élargir le territoire de recherche, ajuster les schémas saisonniers de déplacement, explorer de nouvelles zones. Mais chaque agrandissement du territoire signifie un plus grand coût énergétique en déplacement, qui à son tour exige une plus grande ingestion, qui exige un plus grand succès de chasse, qui exige plus de temps de recherche active.
Le cycle se referme sur lui-même avec des conséquences que les chercheurs continuent de mesurer. Le traité sur l'Antarctique de 1959 et le protocole de Madrid de 1991, qui a fait de l'Antarctique une réserve naturelle avec interdiction d'exploitation des ressources vivantes, sont les instruments de protection les plus complets jamais appliqués à un écosystème dans l'histoire de la législation environnementale internationale. Personne n'extrait de krill industriellement dans le cœur protégé de l'océan austral. Personne ne chasse les baleines dans les eaux au sud du 60e parallèle, sauf dans les limites de l'exception scientifique que le Japon a maintenue pendant des décennies. L'Antarctique est mieux protégé de l'exploitation directe que n'importe quel autre écosystème de la planète, et ce niveau de protection ne peut rien contre la température qui monte dans l'Atlantique Nord, rien contre le méthane qui se libère du permafrost sibérien, ni contre le dioxyde de carbone que les océans tropicaux absorbent et qui change leur chimie. L'Antarctique est le système de refroidissement de la planète. Et la planète se réchauffe pour des raisons qui se produisent à 10 000 km de ses côtes. L'été antarctique possède une qualité de lumière que les photographes et les scientifiques ayant travaillé à ces latitudes décrivent avec la même difficulté à trouver le vocabulaire exact. Le soleil, à 2 heures du matin, roulant ras de l'horizon sans se coucher, projette une lumière horizontale qui transforme les surfaces verticales en quelque chose de brillant et les surfaces horizontales en quelque chose de doré. La glace sous cette lumière n'est pas blanche. Elle est orange à un moment et rose 10 minutes plus tard. L'eau entre les blocs de glace à la dérive reflète ce ciel avec une fidélité qui rend difficile de distinguer l'original du reflet. Quelque part dans cette étendue de lumière et de glace, les groupes d'orques du type B se déplacent entre les plaques à la recherche des concentrations de phoques que les conditions de vent et de courant ont placées aujourd'hui à un endroit différent d'hier. Les animaux du groupe se déplacent en formation, avec les plus jeunes au centre et les adultes sur les flancs, dans un schéma que les chercheurs ont appris à reconnaître comme différent de celui qu'ils adoptent lors d'un simple déplacement d'une zone à une autre. Quand le groupe cherche activement, la formation a une géométrie spécifique. Quand il se déplace simplement, cette géométrie se dissout. Ailleurs, un groupe de phoques crabiers dort sur une plaque. Ils ne savent pas que les orques les cherchent. Ils n'ont aucun moyen de le savoir jusqu'à ce que la première vague arrive sous leur nageoire et, dans les eaux plus ouvertes au nord, une baleine de mink remonte respirer toutes les 6 ou 7 minutes avec la régularité d'un métronome biologique, sans savoir si les orques du type A, qui sont dans la zone depuis 2 semaines, se trouvent actuellement à 2 ou à 20 km. L'océan austral est l'endroit le plus inhospitalier de la planète pour les êtres humains. Ici, l'exposition à l'eau sans protection est fatale en quelques minutes. Les tempêtes peuvent rendre la navigation impossible pendant des semaines, et en hiver, l'obscurité est totale pendant des mois. C'est aussi, pour ces mêmes raisons, l'endroit de la planète où les cycles biologiques se sont développés avec le moins d'interférences humaines directes que partout ailleurs dans la biosphère. Tout ce qui y vit, le krill qui survit sous la glace dans l'obscurité, le phoque de Weddell qui maintient son trou de respiration en sciant la glace avec ses dents, le pingouin empereur qui passe 4 mois sans manger dans des températures qui tueraient tout autre animal exposé, l'orque qui coordonne 6 ou 7 individus pour créer une vague qui retourne une plaque avec une précision suffisante pour ne pas laisser au phoque le temps de sauter à l'eau trop tôt. Tout cela a mis des millions d'années à se construire. Le krill qui racle les algues sous la glace dans l'obscurité d'août n'a pas conscience de soutenir le système le plus complexe et le plus productif des océans polaires. Le phoque qui dort sur la plaque
n'a pas conscience que sa position exacte sur cette glace précise déterminera si les orques arrivant sous le vent le trouveront avant ou après que le vent change. L'orque qui nage à l'intérieur de la formation n'a pas conscience, dans aucun sens vérifiable, de participer à la transmission d'une technique que ses descendants utiliseront dans 50 ans. Mais le résultat de tout cela est un écosystème qui fonctionne, qui a fonctionné sans interruption plus longtemps qu'il n'existe de registres humains de quoi que ce soit, qui produit plus de vie par kilomètre carré que presque n'importe quel autre océan de la planète, bien qu'il soit le plus froid et le plus sombre pendant la moitié de l'année. L'Antarctique n'a pas besoin que les humains la protègent d'elle-même. Elle le fait depuis des millions d'années. Ce dont elle a besoin, c'est que nous arrêtions de modifier les conditions de l'extérieur